31 octobre 1956. Dans l'obscurité de la Méditerranée, un destroyer égyptien s'approche silencieusement des côtes israéliennes. À bord de l'Ibrahim El Awal, 146 marins préparent leurs canons de 102 mm. Leur mission, bombarder les installations pétrolières de Haïfa et démontrer la puissance navale du président Nasser. Mais dans quelques heures, cette opération audacieuse va se transformer en une capture humiliante qui entrera dans l'histoire militaire mondiale. Voici comment un destroyer qui avait servi 3 marines différentes est devenu le dernier grand navire de guerre capturé en combat naval au XXe siècle. L'histoire commence en 1940, dans les chantiers navals de Swan Hunter à Wallsend, en Angleterre. Le HMS Mendip, destroyer de classe Hunt Type 1, glisse dans les eaux de la Tyne le 9 avril. Avec ses 85 mètres de longueur et ses canons de 4 pouces, ce navire de guerre est conçu pour escorter les convois dans la Manche et la mer du Nord. Pendant la Seconde Guerre mondiale, le Mendip protège 25 convois, affronte les Schnellboot allemands au large de Great Yarmouth et participe à l'invasion de Sicile en juillet 1943. Les marins britanniques qui servent à bord ne peuvent pas imaginer l'extraordinaire destin qui attend leur navire. Mai 1948, la guerre civile chinoise fait rage. Le gouvernement nationaliste de Chiang Kai-shek, désespéré face à l'avancée communiste, cherche des navires de guerre. Le Royaume-Uni prête le Mendip à la marine nationaliste chinoise. Le destroyer est rebaptisé Lin Fu, en hommage au général Zhang Lingfu tombé au combat. Mais le temps manque aux nationalistes. En février 1949, le croiseur HMS Aurora, prêté lui aussi, fait défection et rejoint les forces communistes de Mao. Paniqués, les Britanniques reprennent le Mendip en juin 1949 avant qu'ils ne subissent le même sort. Le destroyer revient en Europe, mais la Royal Navy n'en veut plus. Les navires de classe Hunt Type 1 sont réputés pour leur instabilité en mer agitée et leur armement insuffisant. Tous les destroyers de cette série ont été désarmés depuis 1946. Le Mendip est donc à vendre. En novembre 1949, alors qu'il traverse le canal de Suez, une transaction extraordinaire se produit. L'équipage britannique descend à quai et des marins égyptiens embarquent immédiatement sans même éteindre les moteurs du navire. Cette vente à chaud est l'une des plus inhabituelles de l'histoire navale. Le destroyer devient le Mohamed Ali El-Kébir dans la marine égyptienne, puis est renommé Ibrahim El Awal en 1951. Le prix de vente est dérisoire, à peine supérieur à sa valeur de ferraille. Mais pour l'Égypte du président Nasser, chaque navire compte dans la montée des tensions avec Israël. Si cette histoire incroyable vous fascine, écrivez « Destroyer » dans les commentaires et abonnez-vous à l'Énigme militaire pour découvrir la suite de cette capture historique. Nous publions chaque semaine des récits documentés de la Seconde Guerre mondiale et des conflits du XXe siècle. Octobre 1956. La crise de Suez embrase le Moyen-Orient. Le président égyptien Gamal Abdel Nasser a nationalisé le canal de Suez en juillet, provoquant la fureur de la France et du Royaume-Uni. Une alliance secrète se forme entre ces deux puissances coloniales et Israël. Le plan est simple. Israël attaque l'Égypte dans le Sinaï, puis les Britanniques et les Français interviennent sous prétexte de séparer les belligérants et de protéger le canal. En réalité, ils veulent renverser Nasser et reprendre le contrôle de cette voie stratégique qui achemine les 2/3 du pétrole européen. Le 29 octobre, les parachutistes israéliens sautent sur le col de Mitla dans le Sinaï. L'opération Kadesh commence. À Alexandrie, le commandement égyptien reçoit des rapports alarmants. Les forces israéliennes avancent rapidement vers le canal. La marine égyptienne doit agir. Le vice-amiral Hussein Sidki El-Baroudi étudie ses options. Sa flotte est modeste, quelques destroyers vieillissants, des torpilleurs et des vedettes rapides. Mais il dispose d'une arme psychologique. Si un navire égyptien réussit à bombarder une ville israélienne, l'impact moral sera considérable. Le 30 octobre soir, l'Ibrahim El Awal quitte le port d'Alexandrie. À son bord, 146 hommes sous le commandement du capitaine de corvette Komiel Hassan. La mission est claire. Naviguer vers Haïfa, bombarder les réservoirs de pétrole près du port, puis revenir à toute vitesse avant l'aube. Les marins égyptiens connaissent les risques. La Méditerranée orientale grouille de navires de guerre britanniques et français. La flotte anglo-française, composée de plus de 130 navires, se prépare à l'opération Musketeer, le nom de code de l'invasion du canal de Suez. L'Ibrahim El Awal file dans l'obscurité à 27 nœuds, sa vitesse maximale. Les turbines ronnent dans la salle des machines. Sur la passerelle, les officiers scrutent l'horizon avec des jumelles.
Étrangement, aucun navire ennemi ne signalé. Le destroyer passe à distance des concentrations navales sans être détecté. Est-ce de la chance ou une faille dans le dispositif de surveillance? Les historiens pencheront plus tard pour la seconde hypothèse. La marine britannique et française se concentrent sur la préparation des débarquements à Port Saïd et négligent la surveillance des côtes israéliennes. À 3h30 du matin, le 31 octobre, l'Ibrahim El Awwal atteint les abords de Haïfa. Les lumières de la ville sont visibles au loin. Les servants des 4 canons de 102 mm prennent position. Le navire ralentit et se place en position de tir. À 3h45, le premier rebond siffle dans l'air nocturne. Le bombardement de Haïfa commence. Les explosions résonnent dans le port. Les réservoirs de pétrole sont touchés. Des flammes s'élèvent dans le ciel. Pendant 15 minutes, l'Ibrahim El Awwal pilonne les installations côtières. Mais les Égyptiens ignorent un détail crucial. Un destroyer français, le Kersan, de classe Vauquelin, est ancré dans le port pour protéger les intérêts français. Et il n'apprécie pas d'être réveillé par des obus égyptiens. À bord du Kersan, l'alerte générale retentit. Le destroyer français, long de 129 mètres et armé de canons de 138 mm, est l'un des navires les plus puissants de la marine française des années 50. Son commandant ordonne immédiatement la riposte. À 3h58, les canons français ouvrent le feu sur l'Ibrahim El Awwal. Les obus de 138 mm tracent des arcs lumineux dans la nuit méditerranéenne. Plusieurs projectiles frôlent le destroyer égyptien, soulevant des geysers d'eau autour de sa coque. Le capitaine Hassan comprend instantanément que sa mission a échoué. Face à un adversaire aussi puissant, rester dans les parages équivaut à un suicide. Il ordonne la retraite immédiate à vitesse maximale. L'Ibrahim El Awwal vire de bord dans un rugissement de turbine et met le cap vers le nord-est, espérant atteindre les eaux territoriales libanaises et l'internement dans le port neutre de Beyrouth. C'est la seule option viable. Retourner en Égypte signifierait traverser toute la Méditerranée orientale sous la menace constante de la flotte anglo-française. Quelle aurait été votre décision à la place du commandant égyptien? Combattre jusqu'au bout ou tenter la fuite vers un port neutre? Laissez votre réponse en commentaire et abonnez-vous pour ne rien manquer de nos documentaires historiques sur l'énigme militaire. Mais la marine israélienne, elle, ne l'entend pas ainsi. À Haïfa, les sirènes hurlent. Les 2 destroyers de la flotte israélienne reçoivent l'ordre d'appareiller immédiatement, l'INS Eilat et l'INS Yafo. Ces 2 navires sont d'anciens destroyers britanniques de classe Z, vendus à Israël dans les années 50. L'Eilat, ex-HMS Zéalous, mesure 106 mètres et file à 26 nœuds. Le Yafo, ancien HMS Zodiac, possède des caractéristiques similaires. Ensemble, ils forment l'épine dorsale de la marine israélienne en 1956. À 5h30 du matin, alors que l'aube commence à pointer, les 2 destroyers israéliens établissent le contact visuel avec l'Ibrahim El Awwal. La chasse commence. Les canons de 114 mm de l'Eilat et du Yafo ouvrent le feu à distance maximale. Les obus égyptiens répondent, mais la cadence de tir est inférieure. Le destroyer égyptien encaisse plusieurs impacts sans dégâts critiques. La mer Méditerranée s'illumine de flashs d'artillerie alors que les 3 navires filent à pleine vitesse vers le nord. À 6h, l'aviation israélienne entre en scène. Un Dakota de transport, transformé en avion de reconnaissance, repère l'Ibrahim El Awwal et transmet sa position exacte. Quelques minutes plus tard, 2 chasseurs bombardiers d'assaut Ouragan apparaissent dans le ciel. Ces avions français, les premiers chasseurs à réaction de l'armée de l'air israélienne, piquent sur le destroyer égyptien. Les roquettes explosent sur le pont, les canons de 20 mm mitraillent les superstructures. Un projectile touche le turbogénérateur, privant le navire d'électricité. Une autre attaque endommage sévèrement le système de direction. L'Ibrahim El Awwal commence à perdre de la vitesse et à dériver. 7h du matin. À bord de l'Ibrahim El Awwal, la situation devient désespérée. Les incendies font rage sur le pont avant, la fumée noire s'échappe des écoutilles dommagées. Le turbogénérateur hors service prive le navire de son système électrique principal. Dans la salle des machines, les mécaniciens tentent désespérément de maintenir la propulsion, mais le gouvernail répond à peine aux commandes. Le destroyer décrit des cercles incontrôlés dans la Méditerranée, vulnérables comme une baleine blessée. Le capitaine Hassan consulte ses officiers. Les munitions principales s'épuisent. Plusieurs marins sont blessés par les éclats de roquettes et les tirs d'artillerie.
L'équipe de transmission tente de contacter Alexandrie pour demander une couverture aérienne, mais les radios fonctionnent de manière intermittente à cause des dégâts électriques. Aucune réponse ne parvient d'Égypte. Les MiG-15 et MiG-17 de l'armée de l'air égyptienne, s'ils sont même en état de décoller, sont à plus de 400 km de distance. À 7h03, l'Ibrahim El Awal s'immobilise complètement. Les turbines s'arrêtent. Le silence qui suit le rugissement constant des moteurs est assourdissant. Les marins égyptiens comprennent qu'ils n'ont plus aucune issue. Les destroyers israéliens approchent lentement, leurs canons toujours pointés. Dans le ciel, les ouragans tournent en cercle, prêts à attaquer si nécessaire. C'est alors que se produit un événement rarissime dans l'histoire navale moderne. À 7h05, sur ordre du capitaine Hassan, un marin égyptien hisse un drap blanc sur le mât du destroyer. Un navire de guerre se rend en haute mer en plein XXe siècle, exactement comme aux époques de Nelson et de Napoléon. La dernière fois qu'un destroyer avait capitulé de cette manière remontait probablement à la Seconde Guerre mondiale. Les codes de la guerre navale, inchangés depuis des siècles, reprennent leurs droits. Le pavillon blanc flotte dans le vent méditerranéen, signal universel de la reddition. La réaction des Israéliens est immédiate. L'Elat et le Yafo cessent le feu et s'approchent prudemment. Sur les ponts des destroyers israéliens, les marins observent avec stupéfaction ce spectacle historique. Plusieurs marins égyptiens, paniqués ou désespérés, sautent par-dessus bord et tentent de nager vers la côte, pourtant à quelques kilomètres de distance. Les Israéliens mettent des canots à l'eau pour les secourir. Ils repêchent 17 hommes épuisés qui s'agrippent aux bouées de sauvetage. L'équipe d'abordage israélienne, composée de marins armés, monte à bord de l'Ibrahim El Awal. Le capitaine Hassan remet formellement son épée au commandant israélien, geste symbolique de la tradition navale. Les 129 marins égyptiens restants sont faits prisonniers. Aucun mort n'a déploré dans les rangs égyptiens, malgré l'intensité du combat. Les Israéliens constatent l'étendue des dégâts, le pont criblé d'éclats, les superstructures calcinées, les systèmes électriques détruits. Mais la coque reste intacte, le destroyer peut être remorqué. Vers 9h, un remorqueur israélien arrive sur zone. Les câbles d'acier sont fixés à l'avant de l'Ibrahim El Awal. Lentement, le convoi se met en route vers Haïfa. À bord du destroyer capturé, quelques marins israéliens montent la garde, tandis que les prisonniers égyptiens sont regroupés sous surveillance dans les coursives inférieures. L'arrivée de l'Ibrahim El Awal à Haïfa, remorqué par les Israéliens, provoque un véritable choc politique au Caire. Pour le président Nasser, cette capture représente une humiliation publique en pleine crise internationale. Les radios arabes, qui avaient annoncé triomphalement le bombardement de Haïfa, doivent maintenant expliquer la perte du destroyer. La propagande égyptienne tente de minimiser l'événement, affirmant que le navire a été victime d'une attaque massive impliquant plusieurs destroyers et des dizaines d'avions. En réalité, 2 destroyers et 2 ouragans ont suffi. À Haïfa, les experts de la marine israélienne examinent minutieusement le navire capturé. Malgré les dégâts apparents, la structure est solide. Le HMS Mendip, qui a survécu à la Seconde Guerre mondiale, au service dans 3 marines différentes et maintenant à un compas dans la guerre de Suez, fait preuve d'une résilience remarquable. Les chantiers navals israéliens commencent immédiatement les réparations. Le turbogénérateur est remplacé, les systèmes électriques sont réinstallés, les dégâts de combat sont effacés. Le 3 février 1957, après 3 mois de travaux intensifs, le destroyer est officiellement intégré à la marine israélienne sous le nom de INS Haïfa, avec le numéro de coque 438. L'ironie de l'histoire veut qu'il porte désormais le nom de la ville qu'il avait bombardée. Pour Israël, cette prise de guerre représente un renfort considérable. En 1956, la marine israélienne ne possède que 2 destroyers. L'ajout de l'INS Haïfa augmente de 50% sa force de frappe en avier de premier rang. L'INS Haïfa sert activement pendant 11 ans. En 1967, pendant la guerre des 6 jours, il participe aux opérations navales en Méditerranée. Il aurait, selon certaines sources, attaqué un sous-marin égyptien avec des grenades sous-marines, bien que cet épisode ne soit pas confirmé officiellement. Ce qui est certain, c'est que le destroyer remplit fidèlement ses missions d'escorte et de patrouille jusqu'à la fin des années 60. En 1968, l'INS Haïfa est désarmé. Après presque 30 ans de service actif continu sous 3 drapeaux différents, le vieux destroyer est fatigué. Les technologies ont évolué. Les missiles mer-mer, comme le Gabriel développé par Israël, rendent obsolètes les canons de 102 mm.
La marine israélienne se concentre désormais sur des vedettes lance-missiles rapides plus adaptées aux réalités du conflit au Moyen-Orient. Plutôt que d'être ferraillé, l'INS Haïfa reçoit une dernière mission. Il devient navire cible pour tester les nouveaux systèmes d'armes. En 1970, lors d'un exercice au large des côtes israéliennes, un missile Gabriel frappe le destroyer. L'explosion déchire la coque vieillie. L'ancien HMS Mendip, ex-Linfu, ex-Mohamed Ali El-Kébir, ex-Ibrahim El-Awal, maintenant INS Haïfa, coule lentement dans les eaux méditerranéennes. Il emporte avec lui une page extraordinaire de l'histoire navale du XXe siècle. L'impact de la capture de l'Ibrahim El-Awal dépasse largement le cadre de la crise de Suez. Pour les stratèges militaires, cet événement démontre l'importance de la coordination entre les forces navales et aériennes. L'Égypte, malgré une flotte numériquement supérieure, souffre d'un manque chronique de coopération entre sa marine et son aviation. Ce problème se répétera en 1967 et contribuera à la destruction de la marine égyptienne pendant la guerre des 6 jours. Pour Israël, cette prise de guerre représente bien plus qu'un simple trophée militaire. Elle symbolise la capacité d'une petite nation à défier des adversaires plus puissants grâce à une meilleure coordination tactique et à une exploitation intelligente de ses ressources limitées. Le drapeau blanc de l'Ibrahim El-Awal devient un symbole de cette victoire inattendue. Voilà comment un destroyer britannique de la Seconde Guerre mondiale, après avoir servi la Chine nationaliste, l'Égypte de Nasser puis Israël, est devenu le dernier grand navire de guerre capturé au combat dans l'histoire moderne. Une histoire extraordinaire de résilience, de défaites et de victoires qui illustre la complexité des conflits du XXe siècle. Vous avez aimé ce documentaire? Dites-nous dans les commentaires quelle bataille navale vous souhaiteriez voir racontée dans nos prochaines vidéos. Abonnez-vous à l'Énigme militaire et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos enquêtes historiques. Chaque semaine, nous explorons les mystères militaires qui ont façonné notre monde. À très bientôt pour une nouvelle plongée dans l'histoire.